Dans cette troisième vidéo, nous allons voir que l'induction a aussi des conséquences mécaniques et on verra que, au sein de phénomènes d'induction, on peut avoir comme ça ce qu'on appelle des couplages électromécaniques qui sont assez fréquents, qu'on va mettre en évidence sur des exemples théoriques très simples pour vraiment comprendre l'enjeu. Et puis après, on verra dans les exercices ou bien dans des situations plus concrètes comment ça se passe. Voilà, les couplages électromécaniques, c'est ce qui va permettre en fait d'assurer un couplage entre la mécanique et l'électricité, dont vous voyez dans les haut-parleurs ou bien les microphones aussi. Un microphone, qu'est-ce que c'est? C'est une membrane qui bouge, membrane couplée à une bobine, et cette bobine-là se déplaçant, comme il y a un champ magnétique pas loin, ça va faire des phénomènes électriques et donc pouvoir en fait générer un signal électrique. Voilà, donc on sent déjà que l'induction va nous permettre comme ça de faire ce qu'on appelle des couplages électromécaniques. Alors, pour le premier exemple qu'on va vraiment détailler de A à Z et qu'il faut que vous maîtrisiez aussi de A à Z, puisque si vous maîtrisez celui-ci, c'est une base qui vous permettra d'aborder les autres plus compliqués, nous allons nous placer dans la situation suivante. Alors on va retrouver nos rails de Laplace habituels, qui est une géométrie particulièrement simple pour faire de l'induction. Donc un circuit de forme rectangulaire, une simple résistance, et puis un circuit donc rectangulaire avec une barre mobile, une tige mobile, qui peut donc glisser sans frottement sur les rails et qu'on va lancer à la vitesse initiale V0, voilà, en présence de champs magnétiques orthogonales à la surface. Et on va voir ce qui se passe qualitativement, puis après quantitativement, en mettant ça vraiment en équation et en faisant les calculs. Voilà. J'ai précisé les orientations sur le dessin, mais je le redirai plus tard, quand est-ce qu'il faut le faire et pourquoi c'est important. On sent bien qu'ici, l'induction va jouer un rôle important à cause du champ magnétique, du circuit conducteur, de la variation de flux qui va être induite par la barre. Comme tout exercice d'induction, il est quasiment impératif, même si ce n'est pas demandé, de commencer par ce qu'on appelle une analyse préalable des phénomènes qui vont se produire. Alors comment est-ce qu'on peut faire? C'est ce que je mets en rouge ici, hein. Lors de l'étude d'un phénomène, il est recommandé de faire une analyse préalable de tous les phénomènes mis en jeu et vérifier surtout comment la loi de Lenz va être vérifiée qualitativement dans le circuit. Et donc ça c'est important, il faut le faire. Alors on peut représenter ça, moi je vous conseille de mettre ça sous la forme d'un un petit diagramme de type SI, là, automatique, hein, un schéma bloc. Alors, c'est pas tout à fait comme en SI parce que la rétroaction, je la mets pas aussi nette, mais on va vraiment détailler les phénomènes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au départ, on lance la barre, donc la barre bouge, il y a un mouvement de la barre. Ce mouvement de la barre, on voit ici sur la surface, fait varier la surface, et comme le champ magnétique, il crée un flux non nul sur la surface, et que cette surface varie, ça fait une variation de flux. Il y a donc une force électromotrice qui va apparaître le long du contour que forme le circuit. Cette force électromotrice, elle va créer aussi des courants induits, parce que le circuit est conducteur. Donc s'il y a une EFM dans le circuit, ça va faire du courant, une intensité non nulle. Cette intensité, c'est une intensité dans un circuit qui est dans un champ magnétique. Et donc, il y a une force de Laplace. F égale IdL, alors j'ai mis IdL, mais en fait c'est plutôt une intégrale, hein, IL vectoriel B. Voilà. Et cette force de Laplace, elle aura des conséquences mécaniques parce que elle va en fait agir en particulier sur la barre mobile, et c'est là où la loi de Lenz intervient. On va dire que ça s'oppose à la loi de Lenz, ça s'oppose au mouvement de la barre en vertu de la loi de Lenz. Voilà. Donc, vous voyez, sans faire quasiment aucun calcul, uniquement en se rappelant de la nature des phénomènes d'induction qui ont lieu, j'ai pu prévoir que lorsque je vais lancer la barre par là, les phénomènes d'induction vont tendre en particulier à créer une force qui va nécessairement s'opposer à ce mouvement-là, s'opposer en fait à l'augmentation du flux sur cette surface, hein, et donc créer une force qui normalement doit être selon moins EX, ou si vous préférez vers la gauche ici. Voilà, cette analyse, elle est importante parce que, en fait, si après dans les calculs, vous faites une erreur de signe, ce qui arrive, hein, vous avez vu toutes les conventions d'orientation, on a vite fait de faire une erreur sur un produit vectoriel, par exemple, ou bien d'aller trop vite, ou d'oublier un moins, tout simplement. Cette analyse préalable va nous permettre de détecter ces erreurs-là, et puis de dire, ah bah non, c'est pas logique, cette force, elle devrait être selon plus EX, là, elle est selon moins EX, ou l'inverse, voilà. Donc ça nous permet comme ça de prévoir qualitativement tout ce qui va se passer.
Donc là, j'ai repris dans les explications ce que je vous ai dit à l'oral sur le diagramme. Alors une fois qu'on a fait cette analyse préalable, eh bien, on peut aussi être intéressé par vraiment décrire quantitativement avec des équations tout ce qui va se passer. Donc pour faire ça, eh bien, il va falloir faire à la fois de l'électricité, parce que bien sûr l'électricité intervient dans cette maille, mais également de la mécanique, parce que voilà, c'est les principes de la mécanique qui vont nous permettre de bien décrire le mouvement de la barre. Donc il y a les deux aspects, et on va voir comment ils se manifestent. On va commencer par l'aspect électrique. La première chose, c'est que si vous utilisez les lois de la physique, et en particulier les lois de l'électricité, il faut préciser toutes les orientations nécessaires à l'induction. Qu'est-ce qui va nous permettre de définir E là-dedans? C'est l'orientation du contour. Donc si celui-là, vous ne l'avez pas précisé, vous pouvez écrire plein de choses après qui pourront être soit vraies, soit fausses, mais le correcteur ne sera pas capable de le dire. Et vous non plus. Donc le principal, c'est vraiment, quel que soit l'exercice en induction, vous précisez explicitement les orientations du ou des contours et du ou de la surface ou des surfaces. Voilà. Donc là ici, j'ai fait ce choix-là, le contour comme ça, et par la règle de la main droite, ça fait une surface comme ça, vérifiez-le pour être sûr. Le champ magnétique, il est collinéaire et de même sens à l'orientation de la surface, donc ça rendra les choses un peu plus simples pour le calcul du flux. On commence par l'électricité, comme j'ai dit, et pour ça, il faut en fait utiliser les lois de l'électricité. Alors utiliser les lois de l'électricité sur un schéma complet, c'est peut-être pas très pratique, donc on va simplement réduire le problème uniquement à son aspect électrique. Alors vous prenez cette maille-là, vue de dessus, qu'est-ce que ça donne? On a une résistance, une intensité que j'ai choisi d'orienter comme ça, il y a aussi besoin de mettre l'intensité. Alors généralement on la prend dans le même sens que le contour, ça évite les problèmes. Ici, on ne serait pas obligé, mais bon, je vous conseille quand même de le faire quand vous avez le... De toute façon, ça ne change rien, après, il faut juste être rigoureux. Donc, vu de dessus, ça donne ça. Et la force électromotrice induite. Alors, vous allez me dire, elle n'est pas là. Oui, mais il ne faut pas l'oublier, on fait de l'induction, donc il y a une FEM qui apparaît sur le contour. Son orientation, dans le sens du contour, et donc vous voyez que vu de dessus, ça fait ça. On a maintenant la maille, qui nous permet d'écrire la loi électrique. Alors, ce n'est pas une maille très compliquée. Ici, la loi des mailles s'écrit simplement E moins RI égale à 0. Voilà, puisque en convention récepteur sur la résistance, on a UR égale RI et UR égale E. Donc E égale RI ou E moins RI égale 0. Voilà l'essentiel. Alors maintenant, on ne va pas laisser ça comme ça, parce que ça c'est gentil, mais ça ne nous permet pas de faire de l'induction. Le but après, c'est quand même de relier aux aspects mécaniques, donc il faut exprimer E. Alors E, on l'a avec la loi de Faraday, E égale moins dφ sur dt. Phi, on le détaille, c'est le flux de B à travers la surface. Donc ici, on est dans un cas très favorable. B est uniforme, la surface est plane, et on est dans le même sens que le sens d'orientation. Donc le flux de B, c'est juste la norme de B fois la surface avec un plus. Voilà, il n'y a pas de difficulté ici. B fois la surface, L fois X. Et donc, quand on dérive ça par rapport au temps et qu'on met le moins devant, on a moins BL X point. Et X point, c'est la vitesse de la barre dans le référentiel d'étude. Alors, on va la noter V égale X point. C'est plus simple. Donc, on a l'équation électrique qui va s'écrire simplement RI égale moins BLV. Alors, on peut remarquer au passage que cette équation électrique dépend de la vitesse de la barre, forcément, puisque voilà, l'intensité de la FEM induite va dépendre de la vitesse de la barre. Donc là, on a l'aspect électrique. Maintenant, on va établir ce qu'on appelle l'équation mécanique, donc qui va traduire la dynamique des parties mobiles de notre système. Ici, la seule partie mobile, c'est la barre. Donc, on va lui appliquer la loi de la quantité de mouvement. Donc, voyons comment on fait. Alors, on applique la loi de la quantité de mouvement. On précise bien entendu le référentiel d'étude si c'est indispensable. Référentiel d'étude, référentiel du laboratoire. Et puis en projection sur EX. Alors en projection sur EX, je n'ai pas représenté le vecteur EX, mais vu que j'ai paramétré X comme ça, il est forcément vers la droite. Pourquoi en projection sur EX? Eh bien parce qu'on a quand même le poids et la réaction des rails, mais comme elles sont uniquement verticales, elles se projettent, en mettant 0 lorsqu'on projette sur l'axe X. Donc il reste mdv sur dt égale la force de la place, qui est la seule force non nulle suivant Ex. Et pour la calculer, on part de son expression vectorielle, Fl égale IL vectoriel B. L, je vous rappelle, est toujours dans le sens de l'intensité.
Voilà. Donc ici, si on regarde, l'intensité va du bas vers le haut, entre guillemets, hein, voilà. Donc le vecteur EY, je l'ai mis comme ça. Vous pourrez vérifier que EX, EY et EZ forment bien une base directe. J'aurais pu le mettre sur le schéma. Et donc, on a IL, EY vectoriel BEZ, donc calcul le produit vectoriel, ça fait plus EX. Voilà, donc on a FL qui se projette en ILB sur EX. On reporte et on a donc l'équation mécanique qui dépend bien entendu de l'équation électrique, puisque la force de la place dépend de l'intensité dans le circuit. Donc voilà, on retrouve I, mais ça traduit vraiment la dynamique de la barre mobile. On rassemble les deux équations, donc l'équation qu'on appelle l'équation électrique et l'équation mécanique, et on voit clairement là l'effet de notre premier couplage électromécanique par le fait que, en fait, ça c'est deux équations couplées. Hein. Il y a V et I dans les deux équations. Donc en fait, les deux grandeurs inconnues, V et I, sont vraiment couplées. Et on a besoin des deux équations pour décrire entièrement le phénomène physique. Alors en fonction de ce qu'on cherche, eh bien, on peut chercher en particulier à isoler V en fonction du temps ou I en fonction du temps hein, pour isoler une grandeur. Donc il va falloir faire ce qu'on appelle un découplage des équations, les découpler pour isoler l'une grandeur en éliminant l'autre. Par exemple, là ici, je vais supposer que ce qui m'intéresse, c'est la vitesse de la barre, donc je vais devoir éliminer I. Donc ça se fait bien, hein. On prend la première équation, l'équation électrique, on isole I, qu'on exprime en fonction de V, puis on reporte dans la deuxième équation en éliminant I, et on trouve finalement ceci, hein, quand vous refaites les calculs, et ça vous donne une équation différentielle d'ordre 1. Voilà, très simple, avec un second membre nul sur V. Donc on va pouvoir en fait la résoudre en disant que la seconde équation, c'est une équation du premier ordre. On pose un temps caractéristique pour la mettre sous forme canonique, dv sur dt plus v sur tau égale à 0. Attention à l'homogénéité, hein, ça c'est 1 sur tau, donc on pose tau égale l'inverse. Et on a du coup la vitesse en fonction du temps qui s'écrit grand A exponentielle moins t sur tau, comme pour toutes les équations d'ordre 1 avec second membre nul. La condition initiale à t égale 0, ben on lançait, je vous rappelle, la barre avec une vitesse que j'ai notée V0, hein, ça c'était la vitesse initiale. Et donc la vitesse au cours du temps, eh bien c'est une exponentielle décroissante, donc on lance la vitesse V0 et puis la vitesse de la barre diminue tranquillement jusqu'à tendre vers 0. Voilà. Donc c'est bien compatible avec la loi de Lenz, puisque en fait la force de la place, la conséquence mécanique des phénomènes d'induction va s'opposer au mouvement de la barre jusqu'à faire que sa vitesse s'annule. Voilà, donc un premier exemple hein, vraiment de couplage électromécanique. Vous avez vu comment j'ai traité ce problème. Hein. J'ai fait vraiment les aspects électriques en établissant une équation sur l'électricité, les aspects mécaniques, puis après on peut découpler les deux pour isoler ce qui nous intéresse. Si je voulais isoler I, ça se ferait exactement de la même manière. Hein. On dérive celle-là, on a dv sur dt, puis on reporte, et à la fin, on n'a que quelque chose sur I. Bon, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait très bien demander ça aussi. Dernière chose importante, la force de la place, on peut se demander exactement quelle est sa forme mathématique. Alors si on regarde, la force de la place c'était ILB, puis quand on replace I par ce que ça vaut via l'équation électrique, eh bien on a ceci, FL égale moins un coefficient fois V. Et ça en fait c'est une force de la forme moins alpha V. Donc la force de la place ici sur cette barre va se comporter en fait comme une force de frottement fluide, une force proportionnelle à la vitesse et qui s'oppose en fait à la vitesse, puisque la vitesse est suivante plus EX, donc la force de la place va être suivante moins EX, c'est logique. Hein. En tout cas, vous voyez, c'est une force comme si c'était une force de frottement fluide. Attention, c'est absolument pas une force de frottement fluide, hein, c'est une force d'origine électromagnétique, voilà, mais il se trouve que dans ce cas-là, elle est proportionnelle à la vitesse de la barre. Voilà. Donc on retrouve évidemment le même type de mouvement, un peu comme si on avait un objet, vous voyez, freiné par frottement fluide dans un fluide. Ensuite, une question très souvent posée dans les cas d'induction, c'est le bilan de puissance. Parce que s'il y a un couplage électromécanique, ça veut dire en termes énergétiques qu'il y a forcément un échange d'énergie ou bien un transfert d'énergie sous forme électrique
et sous forme mécanique, enfin au moins un échange entre les deux. Alors on verra comment ça se passe dans ce cas simple, et ensuite vous allez voir sur plein de cas différents en TD, on va voir comment se passe ce transfert, et surtout comment établir un bilan énergétique sous forme d'équation. La méthode est toujours la même, et je vous la mets dans ce cadre bleu. On part de l'équation électrique, alors souvent c'est une loi des mailles, hein, l'équation électrique, et on la multiplie par le courant dans la maille. Ça fera forcément apparaître des termes énergétiques. Je vous rappelle, hein, par exemple pour une résistance, si vous avez un terme RI, vous multipliez par I, ça fait RI carré, bon, ça fait une puissance. Mais c'est vrai de tous les composants en fait, puisque U fois I c'est toujours une puissance. Donc déjà on fait ça sur l'équation électrique. L'équation mécanique, on la multiplie par une grandeur qui permet de faire apparaître une puissance cinétique. Alors, par exemple, vous voyez, si c'est mx point point, ben, on va multiplier ça par x point. Si c'est des moments d'inertie ou des moments cinétiques, ben, ça va être par θ point. En tout cas, il va falloir identifier ce qui va faire apparaître des termes de puissance. Voilà, ça c'est un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir sur les différents exemples, ça se passe bien quand même. Et ensuite, une fois qu'on a ces deux choses-là, on a des termes de puissance dans les deux, et vous allez voir qu'on peut facilement les rassembler, puisqu'il y aura des termes égaux dans les deux équations. Et une fois qu'on les a rassemblés, il suffit juste d'analyser proprement, énergétiquement, ce que veut dire l'équation, et vous aurez un bilan de puissance, en fait, pour savoir ce qui se passe réellement au niveau énergétique dans le dispositif. Je vous montre ça sur l'exemple de la barre au-dessus. On part de l'équation électrique. L'équation électrique, c'est ceci. Vérifier, c'est ce que j'avais établi. On multiplie par I. RI carré égale moins BLVI. Alors RI carré, on sent bien que ça a une signification énergétique. Par contre, BLVI, bon, on ne sait pas trop, on va voir plus tard. Ensuite, équation mécanique, mdV sur dt égale ILB. mvdV sur dt, j'ai multiplié par V. Et puis j'obtiens ILVB ici. Alors ça, c'est un réflexe à avoir maintenant, un mvdV sur dt. Ça s'interprète comme une dérivée par rapport au temps. C'est la dérivée de 1/2 de mv carré. Dériver ça par rapport au temps, vous allez retrouver ça. C'est habituel. Et puis ce terme-là, qui est en fait la puissance de la force de la place, mais qu'on va vite s'empresser de faire disparaître. Pourquoi? Parce que regardez ici, en fait, c'est exactement la même chose à un signe moins près. Donc on va pouvoir comme ça rassembler les deux équations, l'équation électrique et l'équation mécanique, en identifiant ces deux termes. Donc on l'élimine, hein, ce terme de couplage là, et on obtient d1,5 de mv carré sur dt égale moins ri carré. Alors sous forme plus explicite, c'est la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique de la barre qui est égale à l'opposé de la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance. Alors on l'interprète ça en disant simplement que, on peut l'interpréter en termes énergétiques, la puissance instantanée ou la dérivée de l'énergie cinétique de la barre, c'est moins la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance. Et en intégrant, ça veut dire simplement que l'énergie cinétique perdue par la barre entre deux instants sera égale à l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance. Ce que dit cette équation-là, localement, c'est simplement que localement, l'énergie cinétique que la barre perd, eh bien, elle est dissipée par effet Joule dans la résistance. Elle perd parce qu'il y a un moins ici. C'est logique, hein, parce que si ça c'était positif, ça voudrait dire que la barre accélérerait, donc c'est pas normal. Et P Joule étant positif, avec un moins devant, ça fait bien une dérivée d'énergie cinétique négative. Donc tout va bien. On a mis en évidence le couplage entre le phénomène mécanique, donc le freinage de la barre, et le phénomène électrique, dissipation d'énergie dans une résistance. Donc en fait, ce qui se passe, maintenant on sait l'interpréter complètement, ce qui se passe, c'est que au départ, la barre aura une certaine énergie cinétique, et que par induction, on aura un couplage électromécanique qui va faire que l'énergie cinétique de la barre va peu à peu être dissipée par effet Joule dans la résistance, jusqu'à en fait que la barre s'arrête et que l'énergie cinétique soit entièrement dissipée dans la résistance. Voilà, sur ce dispositif très simple. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, ces 3 paragraphes au-dessus sont vraiment fondamentaux. Refaites-les, retravaillez-les vraiment, essayez de les refaire par vous-même, parce que si vous avez bien compris ces exemples-là et que vous les maîtrisez, ce serait évidemment une question de cours très importante dans un programme de colle, par exemple, hein, ce paragraphe grand 1. Et bien après, une fois que vous saurez faire ça, vous saurez aborder des cas un peu plus compliqués, mais qui seront toujours un peu basés sur le même principe.
Voilà. Alors, pour le deuxième exemple, je vous propose de vous intéresser à quelque chose qui est évidemment très lié, mais qui a un paramétrage différent. C'est une spire en rotation dans un champ magnétique permanent. C'est ce qu'on va appeler le principe d'une génératrice, hein, mais on verra à la fin. Je vous présente le principe, et puis ça, c'est quelque chose que je vous laisserai faire en autonomie, mais qu'on va évidemment corriger. Mais par contre, il faut vraiment que vous le cherchiez, hein. Vous me dites ce qui vous paraît simple, là où vous bloquez, là où vous hésitez. C'est important pour moi et c'est important pour vous aussi. Je vous présente la situation. Une spire qui peut tourner autour d'un axe EZ. Voilà, on la repère avec un angle θ, et puis il y a un champ magnétique qui est suivant EX, ici. Donc vu de dessus, le paramétrage c'est celui-là. J'ai précisé le sens d'orientation de la surface que je vous impose ici, hein, puisque le vecteur S, je l'ai mis là. Alors vous verrez ce que ça implique sur le contour. Et en fait, on va se placer dans la situation suivante. L'hypothèse de travail, c'est il y a quelqu'un, un opérateur, qui fait ce qu'il faut pour maintenir la spire à vitesse angulaire constante. Voilà, il y aura sans doute plein de phénomènes intéressants, mais il y a quelque chose qu'on impose, c'est que la spire tourne toujours à la même vitesse angulaire. Θ point, qu'on va noter ici, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, ici, oméga, ça va être une constante. Donc la spire tourne à vitesse angulaire constante. On va négliger le phénomène d'auto-induction, hein, parce qu'il n'y a qu'une seule spire, donc on va admettre que c'est négligeable. Et une fois que vous avez vu ça, eh bien, vous allez pouvoir répondre aux questions pour vraiment comprendre ce qui se passe et écrire les équations, hein. Essayez de voir comment se manifeste proprement le phénomène d'induction dans ce cas-là, avec toutes les conséquences électriques, mécaniques et le bilan de puissance également. Donc je vous laisse réfléchir à ça, hein. N'hésitez pas à vraiment approfondir ça. Et puis, on y reviendra à l'occasion d'un prochain cours en commun. Un exemple particulièrement important de couplage par induction, c'est ce qu'on appelle le freinage par induction, une application importante qui est très souvent utilisée. Et en fait, l'explication qui est l'explication des courants de Foucault. Alors, je vais vous présenter tout de suite les courants de Foucault. Les courants de Foucault, c'est simplement les courants qui apparaissent lorsqu'un conducteur est placé dans un champ magnétique variable. Voilà. Dès que vous avez un conducteur qui est placé dans un champ magnétique qui varie au cours du temps, forcément, vous avez des forces électromotrices induites, des phénomènes d'induction, et comme le conducteur est conducteur, des courants. Voilà. Donc ces courants, ils ont une importance capitale parce qu'ils peuvent induire en fait des pertes par effet Joule, des pertes énergétiques, et ça peut faire chauffer le matériau. Alors parfois c'est très intéressant, c'est exactement ce qui est utilisé dans les casseroles, hein, les casseroles, les plaques à induction. On induit des courants de Foucault dans le fond de la casserole, et puis ces courants de Foucault dissipent de la puissance par effet Joule, et c'est ça qui fait chauffer le fond de la casserole. Donc ça, c'est en fait les courants de Foucault volontaires dans une plaque à induction. Mais parfois, ces courants de Foucault, en fait, peuvent induire des pertes énergétiques. C'est ce que je vais mettre en dessous. Alors, il y a une autre conséquence des courants de Foucault, c'est les conséquences mécaniques. Parce que si vous avez des courants et que le conducteur est dans un champ magnétique, alors la loi de Lenz vous dit que forcément, les conséquences mécaniques des phénomènes d'induction vont tendre à s'opposer aux mouvements qui ont donné naissance aux phénomènes d'induction. Alors, je vous en propose deux exemples importants. Donc là, il s'agit d'une vidéo sur YouTube dont vous trouverez le lien sur le poly. C'est un cylindre en cuivre, alors un gros cylindre en cuivre, vous voyez l'échelle de la main, on ne peut pas le faire au lycée celui-là, on peut le faire mais avec un tube beaucoup plus fin et du coup on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est le point positif de cette vidéo, là au moins on verra bien. Donc un gros cylindre en cuivre, puis un aimant très puissant, qui est assez gros aussi, et observons ce qui se passe lorsque on met l'aimant dans le tube. Hop. Vous voyez, ça c'est en réel, hein, il n'y a pas de ralenti. Vous voyez que la chute de l'aimant est très différente d'une chute libre. En fait, il ralentit énormément. Alors comment on interprète ceci? Eh bien, c'est simplement que lorsque l'aimant passe à travers le tube est soumis à un champ magnétique variable, parce que l'aimant descend. Donc ce champ magnétique, en fait, il va créer des forces électromotrices et donc des courants induits, parce que le cuivre est conducteur dans le cuivre. Alors on ne sait pas trop comment sont ces courants induits géométriquement, il faut faire de la théorie un peu plus avancée pour le savoir. En tout cas, il y a des courants induits. Et ces courants induits, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un champ magnétique induit,
Et ce champ magnétique, il agit sur l'aimant. Et il agit comment? Ben, conformément à la loi de Lenz, comme d'habitude. Autrement dit, il va s'opposer à la variation de flux imposée par l'aimant. Bref, il s'oppose au mouvement de l'aimant, en fait. Les conséquences mécaniques sur l'aimant, c'est un aimant freiné lors de sa chute. Je vous laisse regarder l'autre vidéo, qui est très intéressante aussi, dans laquelle eh bien, on a un pendule qui est freiné par induction. Vous allez voir, lorsqu'on allume le champ magnétique et lorsqu'on impose le champ magnétique, eh bien, lors du passage du pendule dans l'électroaimant, on a un frein comme ça qui arrive. Alors ces systèmes-là, il existe des freins qui fonctionnent sur ce principe, qui sont utilisés en appoint de frein classique. Et donc ça, on trouve ça sur les poids lourds, sur certains trains aussi. Donc sachez que c'est quand même utilisé, hein, ce dispositif de freinage par courant de Foucault. Voilà. Et on n'oublie pas aussi que les courants de Foucault peuvent avoir des conséquences en fait sur vraiment la dissipation d'énergie, même sans freinage, hein, soit dans les plaques à induction, mais aussi dans les transformateurs, comme on a vu la dernière fois.